Le 22 décembre 2025, le président américain Donald Trump a offert à sa nation un cadeau de Noël plutôt inhabituel. Entouré des secrétaires d'État et de la Défense, ou plus si vous préférez, Donald Trump a annoncé la création du cuirassé de classe Trump. Oui, vous avez bien entendu, le cuirassé de classe Trump. Plus de 80 ans se sont écoulés depuis qu'un cuirassé dominait les mers. Le commandant en chef américain a affirmé que l'idée redevient tendance et que la nouvelle série de cuirassés des États-Unis portera son nom. Une fois que ces cuirassés seront opérationnels, ils deviendront la pièce maîtresse d'un effort militaire américain bien plus vaste, la soi-disant flotte dorée de Trump, nouvellement annoncée. Si vous pensez que nous avons préparé une blague des fêtes pour le public de Warfront, détrompez-vous, car la flotte dorée de Donald Trump relève pour l'instant de la politique américaine. Alors posons les questions qui découlent naturellement de tout cela. Pourquoi les États-Unis investissent-ils dans des cuirassés ? Cela fait un moment dans les années 2020. Qu'est-ce que la flotte dorée ? Comment les États-Unis, une nation confrontée à une crise de construction navale bien documentée, vont-ils accomplir une telle tâche ? Et la classe Trump a-t-elle une chance de survivre à Washington DC après que Trump lui-même ait quitté ses fonctions ? Le cuirassé de la classe Trump. Quand Donald Trump a présenté le cuirassé de la classe Trump lors d'une conférence de presse à Mar-a-Lago en Floride, il est vite apparu que ces navires avaient un double objectif. Le cuirassé proposé par Donald Trump était un grand navire de combat pour la guerre navale de surface, conçu comme un futur atout majeur de la flotte américaine. La classe Trump cherche à projeter de la puissance et à construire, selon Donald Trump, les navires amiraux de la flotte navale américaine. Comme Donald Trump l'a expliqué dans son allocution télévisée, je cite encore une fois, les cuirassés américains ont toujours été des symboles incontestables de la puissance nationale. Comme l'a dit le secrétaire à la défense de Donald Trump, la puissance américaine revient sur la scène mondiale. Au cours de l'allocution et par le biais d'un communiqué de presse ultérieur de la marine américaine, les contours du cuirassé de la classe Trump ont rapidement commencé à se dessiner. Cette classe de navire sera plus de 3 fois plus grande que la classe de destroyer Arleigh Burke, principal bâtiment de combat de la flotte de surface américaine. La classe Trump devrait déplacer entre 30 000 et 40 000 tonnes de masse brute, contre 9 500 tonnes pour la classe Arleigh Burke ou 15 600 tonnes pour la production plus limitée de la classe Americans and War. La classe Trump de navire sera capable d'atteindre des vitesses de pointe supérieures à 30 nœuds, soit environ 35 miles par heure ou 55 km par heure. Elle mesurera jusqu'à 880 pieds ou 268 mètres de long, une largeur, c'est-à-dire le mètre beau allant jusqu'à 115 pieds ou 35 mètres, et un tirant d'eau ou une profondeur sous-marine de la coque allant jusqu'à 30 pieds ou 9 mètres. Son équipage comprendra entre 650 et 850 marins. Lorsque le concept du navire a été dévoilé à Mar-a-Lago, l'annonce a fortement insisté sur ses systèmes d'armes embarqués, y compris une gamme de systèmes très avancés qui ne sont pas actuellement en service. Cela incluait des missiles hypersoniques appelés armes conventionnelles à frappe rapide de portée intermédiaire, des armes à énergie dirigées par laser similaires au système Helios de Lockheed Martin et des canons à rails électromagnétiques. La classe Trump utilisera aussi les missiles de croisière nucléaire SLCMN en prototypage, les missiles Tomahawk et plusieurs canons navals conventionnels de 5 pouces. Les navires devraient intégrer 2 systèmes de missiles surface-air RIM 116 pour la défense contre les armes aériennes, ainsi qu'un ensemble de 128 cellules de lancement vertical pour missiles et 12 autres pour les missiles hypersoniques en développement. En comparaison, la version la plus répandue de l'Arleigh Burke possède 96 cellules. La classe Trump fera aussi office de centre de commandement et de contrôle pour les plateformes avec ou sans équipage, intégrant des capacités d'intelligence artificielle non nommées. Elle disposera d'un pont d'envol avec plusieurs hangars pour lancer et récupérer des aéronefs à rotor basculant comme le V-22 Osprey et sans doute divers hélicoptères plus petits. On s'attend à ce que la classe Trump aboutisse finalement à la construction de 20 à 25 coques, bien qu'une première série de production comprendra au total 10 navires dont 2 devraient être construits en urgence. Les navires seront construits à Philadelphie, dans le chantier naval Hanwha Philly, acquis par le groupe sud-coréen Hanwha fin 2024. Le programme devrait s'appuyer sur une base industrielle de plus de 1000 fournisseurs répartis dans les 50 États américains. Les cuirassés seront la pièce maîtresse d'une future flotte, intégrant la prochaine ligne de frégates américaines, des flottes de navires de surface sans équipage, probablement aux côtés de bâtiments sous-marins avec et sans équipage. La conception des navires sera dirigée par la marine américaine, bien que le commandant en chef des États-Unis ait déclaré qu'il s'intéresserait personnellement à la conception parce qu'il est, pour le citer directement, une personne très sensible à l'esthétique.
Le premier navire de la série sera nommé USS Defiance. Cependant, contrairement à l'usage, la classe entière ne prendra pas son nom. Elle sera appelée classe Trump et non classe Defiant. Pour citer à nouveau Trump, le président américain a promis que les navires seront, je cite, les plus rapides, les plus grands et de loin, 100 fois plus puissants que n'importe quel cuirassé jamais construit. Le secrétaire de la marine américaine, John Phelan, a ajouté quelques superlatifs de son cru, qualifiant le futur USS Defiance de, je cite, « plus grand, plus meurtrier, plus polyvalent et plus beau navire de guerre de tous les océans du monde ». Le plus beau ? On s'en fiche. C'est un cuirassé, fait pour détruire, pas pour être joli. Une question de valeur. Avant d'aller plus loin, il faut préciser 2 points essentiels sur le cuirassé de la classe Trump. D'abord, il ne correspond pas vraiment à la définition américaine d'un cuirassé. Même si la classification des navires dépend de la marine nationale, la distinction reste essentielle car Trump ne propose pas pour la classe Trump un navire aussi grand que les anciens cuirassés. Les 4 derniers cuirassés mis en service par la marine américaine, ceux de la classe Iowa de la Seconde Guerre mondiale, avaient de chacun un déplacement de plus de 57 000 tonnes à pleine charge, alors que la classe Trump vise une fourchette bien plus basse, entre 30 000 et 40 000 tonnes. C'est bien plus proche des croiseurs de bataille américains, comme la classe Alaska, célèbre pendant la Seconde Guerre mondiale et déplaçant environ 34 000 tonnes à pleine charge. Si cela vous paraît être une distinction sans réelle différence, nous ne vous en tiendrons pas rigueur. Au grand désarroi des passionnés de la marine du monde entier, il n'a pas vraiment d'importance qu'un navire soit classé comme cuirassé, croiseur de bataille ou même canoë, tant qu'il remplit sa mission prévue. Nous avons évoqué le tonnage du navire de la classe Trump, car il ne sert pas seulement à la classification, surtout en guerre navale moderne. Voyez-vous, même si les cuirassés ont été abandonnés par les marines du monde entier après la Seconde Guerre mondiale, le problème avec les cuirassés n'a jamais été qu'il était impossible de les rendre efficaces. Les porte-avions, capables de lancer des bombardiers et torpilleurs contre les cuirassés, ont rendu ces derniers obsolètes. Techniquement, les marines auraient pu investir temps, argent et ressources pour créer de nouveaux cuirassés dotés d'une telle puissance anti-aérienne que les avions seraient devenus inefficaces. Malheureusement pour les cuirassés, cette proposition était tellement coûteuse et chronophage qu'aucune nation n'a même pris la peine de tenter sérieusement l'expérience et le cuirassé est tombé dans l'oubli. Ce n'était pas tant une question de faisabilité technique qu'un investissement en ressources. Le problème avec la construction de cuirassés vraiment coûteux, sophistiqués et de fort tonnage, c'est qu'ils représentent une quantité énorme de temps et de richesse dépensés par la nation qui les construit. Seulement pour ces cuirassés qui s'aventurent ensuite dans des zones de combat, où les adversaires feront tout pour les couler. C'est aussi un problème, par exemple, pour un porte-avions, mais au cours des dernières décennies, il a été plus facile de justifier d'investir ses coûts dans un porte-avions pour plusieurs raisons. Ils restent généralement éloignés de tout engagement naval réel. Ils sont protégés par d'autres navires et avions capables de détecter les sous-marins et autres menaces approchantes, et ils sont tellement précieux comme outils de projection de puissance que l'investissement en vaut les risques. Même pour le porte-avions, des experts navals avertissent depuis un moment que la donne change. Les armes hypersoniques manœuvrantes anti-navires représentent une menace croissante, surtout venant de la Chine, tandis que des navires plus petits et plus faciles à couler, comme par exemple un navire de la taille d'un croiseur de bataille, seraient également vulnérables à la destruction par des drones navals de surface ou submersibles peu coûteux. Pour comparer, prenons le Moskva, croiseur lance-missiles russe plus petit et ancien navire amiral de la flotte russe de la mer Noire, coulé par 2 missiles anti-navires ukrainiens en 2022. Le coût estimé du Moskva au moment de son naufrage était d'environ 750 millions de dollars américains au minimum, alors que la valeur des 2 missiles qui l'ont transformé de force en sous-marin ne dépassait pas 3 millions de dollars américains au total. Dans un sens plus large, les années 2020 sont une période où les navires de surface sont attaqués. Et quand entasser des technologies de grande valeur, du personnel et des munitions sur une grande plateforme flottante devient un choix de moins en moins judicieux, tant stratégiquement que financièrement. Donc le principal problème avec l'introduction d'un navire de guerre comme la classe Trump, qu'il s'agisse d'un cuirassé, d'un croiseur de bataille ou de tout autre type, c'est qu'il concentre la valeur colossale d'un navire de 30 à 40 000 tonnes. Cette valeur comprend le coût des matériaux du navire, des capteurs, des technologies, des systèmes d'armes avancés, et plus encore. Sans compter tout le personnel requis pour faire fonctionner le navire. Nous vivons à une époque où toutes les preuves disponibles issues des engagements navals mondiaux suggèrent que les nations devraient privilégier des plateformes moins coûteuses,
plus petites, avec ou sans équipage, chaque fois que possible, tout en cherchant à rendre ces plateformes aussi efficaces d'eau que possible, en partant du principe que beaucoup d'entre elles seront perdues. Construire un navire comme la classe Trump, telle que décrite, reviendrait à faire l'inverse du bon sens, car charger des équipements coûteux sur de grands navires semble voué à l'échec. Bien que Washington n'ait pas indiqué le coût attendu de ces navires, des estimations externes suggèrent qu'ils pourraient coûter jusqu'à 5 milliards de dollars américains chacun. À titre de comparaison, le drone Sea-Baby de l'Ukraine est capable de transporter une ogive explosive de jusqu'à 850 kg, capable de percer des coques épaisses, et il coûte 240 000 dollars américains. C'est à peine 1 sur 120 et 1 000 du coût estimé de la classe Trump. Les coques de ces croiseurs de bataille seraient sûrement trop épaisses pour les drones BBC actuels. Mais compte tenu du rythme et de la polyvalence de l'innovation dans les drones navals, il ne serait pas surprenant qu'une nation adverse réponde en créant des navires de surface sans équipage à plus grande charge utile. Cela ne signifie pas forcément que ces navires de guerre échoueront. Comme le cuirassé traditionnel disparu durant la Seconde Guerre mondiale, il existe des moyens d'assurer la survie d'un grand croiseur de bataille moderne. La question est donc de savoir si rendre un croiseur de bataille survivable vaut le coup. En fait, un examen attentif de la classe Trump suggérerait que, bien que ce soit un véritable pari, cela pourrait être un risque calculé. C'est-à-dire que ces concepteurs peuvent comprendre la perte de valeur des grands navires dans le combat naval moderne, mais ils pourraient aussi croire que l'équilibre va bientôt basculer dans la direction opposée. Cela se voit notamment dans la liste de nouveaux systèmes d'armes que le Pentagone souhaite intégrer, des lasers aux canons électromagnétiques, missiles hypersoniques et autres. Ainsi, cet investissement financier dans la classe Trump serait justifié, car contrairement aux navires de guerre russes ou à d'autres vaisseaux vulnérables aux systèmes sans pilote, la classe Trump saurait s'en protéger. Malheureusement, même si cette évaluation n'est pas encore fausse, elle présente quelques problèmes flagrants. D'une part, aucun de ces systèmes d'armes n'a encore fait ses preuves. La marine américaine débute l'intégration de cellules de lancement de missiles hypersoniques sur son premier destroyer de classe Zumbork. Le système d'énergie dirigé Helios n'est intégré que sur un seul destroyer de la classe Harley-Burke à des fins de test et il est loin d'atteindre la puissance de 600 kW que les États-Unis souhaitent pour la classe Trump. Enfin, la marine américaine a suspendu en 2021 ses essais sur les canons électromagnétiques en raison de problèmes d'intégration, malgré le bon fonctionnement de la technologie dans l'absolu. Utiliser une technologie non éprouvée cause de nombreux problèmes. Cela va du risque de retard ou de dysfonctionnement des technologies à celui d'une production très lente, forçant les nouveaux croiseurs de bataille à rester à quai ou à être déployés en première ligne avec des capacités incomplètes. De plus, les contre-mesures américaines annoncées ne semblent pas couvrir les menaces kamikazes de surface ou sous-marines. Ces problèmes ne sont pas abstraits. Elles ont été largement employées par l'Ukraine et des groupes non étatiques tels que les rebelles Houthis du Yémen. Ne pas prévoir ces menaces serait une grave erreur de la part des États-Unis. Ensuite, nous allons replacer la classe Trump dans le contexte du reste de la future flotte de combat américaine. Avant cela, nous voudrions vous demander si vous souhaitez en savoir plus sur les technologies émergentes comme la classe Trump. Ce type d'histoire mêlant grande stratégie, conception militaire et industrie de la défense vous intéresse-t-il ? Et appréciez-vous le travail indépendant que nous faisons ici à Warfront, et souhaitez-vous que nous continuions à en faire davantage à l'avenir ? C'est pourquoi nous avons récemment lancé notre site d'abonnement premium, fronce.co. Chaque semaine, notre équipe de rédacteurs publie 2 nouveaux épisodes de Warfront exclusivement pour nos abonnés, y compris les épisodes récents. Comme cet article sur l'obsolescence des navires de guerre avec équipage, celui sur les micro-réacteurs nucléaires militaires américains, et bien d'autres. Nous publions aussi 2 articles hebdomadaires, souvent axés sur le travail de journalistes primés et d'experts. Des articles récents présentent la modernisation de la marine polonaise, analysent la guerre anti-sous-marine et évaluent la stratégie militaire de grands en Europe et à Taïwan. Les abonnés de fronce.co bénéficient aussi de notre briefing hebdomadaire, résumant des histoires peu médiatisées dans le monde, d'un accès anticipé aux épisodes d'analyse approfondie de Warfront et d'autres avantages. Un abonnement ne coûte que 5 $ par mois ou 50 $ pour une année complète. Et c'est la meilleure façon d'aider Warfront à préserver notre indépendance, à développer notre contenu gratuit et à lancer tous les nouveaux projets que nous avons prévus pour 2026. Rendez-vous sur fronce.co et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci beaucoup pour votre soutien.
Solution, problème ou ni l'un ni l'autre. Alors, en examinant la faisabilité globale du cuirassé Trump-class, nous devons également parler du concept plus large de la Golden Fleet de Trump, la nouvelle génération de navires de combat naval qui l'accompagnera au combat. La nouvelle Golden Fleet devrait aussi compter divers navires de surface et sous-marins sans équipage. Trump a évoqué une nouvelle série de porte-avions, sans donner plus de détails dans son discours. Et un sous-marin de nouvelle génération, soit la classe Columbia actuellement en construction, soit éventuellement un remplaçant. Mais l'autre annonce majeure de la marine de Trump sur sa future flotte. En plus de la Trump Class, il y a une nouvelle frégate connue sous le nom de FFX, qui est censée remplacer le programme de frégate de classe Constellation, annulé après que la Constellation ait été confrontée à de graves problèmes et retards. La nouvelle FFX sera basée sur un navire déjà en service avec les gardes-côtes américains, un bâtiment de type frégate appelé la classe Légende. La Légende, appréciée des gardes-côtes et de conception éprouvée, bien que plus petite que la classe Constellation, peut être construite rapidement. Elle sera repensée en frégate avec seulement des modifications limitées par rapport à la classe Légende afin d'éviter les changements majeurs que la marine exigeait pour la classe Constellation. Mais cette décision devrait laisser la nouvelle FFX assez sous-motorisée. Comme l'a confirmé le média militaire The Warzone, les frégates n'intégreront pas de système de lancement vertical ou batterie VLS pour lancer des missiles. Ce que le média a décrit, je cite, comme une omission flagrante qui ne peut que soulever des questions sur l'utilité opérationnelle et la flexibilité des navires. Fin de citation. Au lieu de cela, les frégates serviront de navires-mères pour des USV avec la possibilité d'emporter des lance-missiles modulaires en conteneur, ce qui entraînerait probablement une capacité de lancement de missiles considérablement réduite. Le FFX doit être modifié lors des prochaines itérations. Et selon un responsable anonyme de la marine cité par The Warzone, l'objectif est de mettre des coques à l'eau au plus vite. Le FFX représente tout de même un passage vers une nouvelle approche, encore non testée, de la guerre navale pour les États-Unis. Et le cuirassé de la classe Trump semble en passe d'aggraver ces problèmes. Le FFX, sans système de lancement, ne tire pas la leçon centrale des précédents modèles de frégates sous-performantes de la marine américaine, tandis que la classe Trump, on peut le dire, ne retient pas les leçons bien plus larges de la guerre navale. Ne vous fiez pas seulement à notre avis. L'ex-contre-amiral Mark Montgomery, aujourd'hui directeur principal à la Foundation for Defense of Democracies, a déclaré que la classe Trump était précisément ce dont nous n'avons pas besoin. Il a aussi reproché à la marine de se focaliser, selon lui, sur l'image d'un cuirassé impressionnant tel que la conçoit le président. Dans un article pour le Center for Strategic and International Studies, l'expert naval Mark Cancian a affirmé « Ce navire ne prendra jamais la mer et une future administration annulera le programme avant que le premier navire ne touche l'eau. » Néanmoins, certains experts soutiennent le nouveau design. Brian Clark du Hudson Institute explique au Wall Street Journal que des navires plus puissants sont essentiels pour protéger les porte-avions américains et seraient 2 à 3 fois plus grands que la classe Harley Burke. Comme nous l'avons mentionné plus tôt, c'est un argument légitime, mais il repose également sur l'idée que toute cette technologie avancée sera prête à temps et fonctionnera lorsqu'elle sera mise en œuvre. À l'international, même les nations qui se dirigent vers des conceptions de navires de guerre plus grands, comme la classe F-127 27 de l'Allemagne et la classe Sejong le Grand de la Corée du Sud, devraient atteindre seulement 1/3 du tonnage de la classe Trump. Et même Clark a souligné que, d'un point de vue financier, je cite, « Il n'y a pas assez d'argent à l'avenir pour payer tous les navires. » Surtout pas lorsqu'il s'agit de financer l'avion de combat de 6e génération FAXX, que les dirigeants de la marine américaine ont réussi à sauver de l'annulation grâce à leur lobbying. Dans un sens plus large, tout ce plan pour une nouvelle Golden Fleet semble ignorer la façon dont la construction navale fonctionne réellement aux États-Unis. Un processus lent et lourd, où les capacités de construction navale font cruellement défaut, où les planificateurs militaires ajoutent sans cesse des révisions de conception, où les coûts et les retards explosent, et où des conceptions de navires, autrefois prometteuses mais finalement vouées à l'échec, sont devenues la norme. Le calendrier de Trump pour les premiers navires de ligne est très ambitieux, avec une mise en service prévue dans 2 ans et demi. Même si cela pourrait être un vote de confiance en la capacité de l'Amérique à surmonter ses problèmes, il serait faux d'affirmer que la construction navale américaine le mérite vraiment. Des responsables de la marine ont confié aux médias The Warzone que la construction des 2 premiers navires de la classe Trump ne débutera pas avant au moins le début des années 2030. Les entreprises sélectionnées pour cette initiative affirment qu'elles sont prêtes à relever le défi. Mais ce sont des sociétés de défense américaines cherchant des contrats, avec de fortes incitations à exagérer leurs promesses, même si elles restent sceptiques en privé.
Des responsables de la marine américaine ont reconnu que l'urgence de ces programmes vise surtout à mettre des coqs à l'eau pour suivre le rythme de la Chine. Mais les coqs ne comptent que si les navires de guerre construits autour peuvent remplir leur mission. Gagner sur le papier en produisant davantage de navires est inutile si ceux-ci ne sont pas équipés pour une vraie bataille. Chez Warfront, nous manquerions à notre devoir si nous n'insistions pas sur la réalité d'ensemble. La stratégie d'approvisionnement naval américaine est défaillante depuis des décennies, ce qui justifie pleinement les frustrations liées à la classe Trump et à la FFX. Mais si les États-Unis veulent rester compétitifs sur les mers du monde, leur réponse ne peut pas simplement consister à construire des trucs impressionnants et espérer que tout ira bien. Quelle est l'alternative ? C'est aux meilleurs esprits navals américains de le déterminer. Mais il n'est pas nécessaire de proposer une alternative pour voir que l'Amérique accepterait des risques majeurs en plaçant sa confiance dans cette version de la flotte rêvée de Trump. Merci d'avoir regardé.